Du laboratoire Cara, qui lui a fait les analyses élémentaires, donc une partie sur site en SFX, enfin c'est une méthode d'analyse, et puis une caractérisation moléculaire en laboratoire après avoir fait des prélèvements. Donc je vais vous présenter rapidement l'état général de conservation de ces œuvres, et puis je vais ensuite m'intéresser aux résultats apportés par l'analyse qualitative des couleurs. Et enfin essayer de faire des rapprochements entre les cartes, parce que du coup il y a beaucoup de questions qui se posent et enfin, comme d'habitude en recherche, quand on a des réponses, après on a d'autres questions. Donc l'état de conservation des œuvres. Donc on va observer les cartes en suivant deux axes, en s'intéressant d'abord au support. Donc c'est un support de parchemin qui est constitué d'une peau de chèvre ou de mouton. Donc le parchemin, la peau est lavée dans un bas alcalin et ensuite séchée en tension. Et en dernier ressort, la surface est préparée par fonçage et onduction d'une solution à base de craie ou de gypse. Et c'est cette peau donc, qui n'est pas tannée, qui est juste séchée en tension, c'est ce séchage qui va lui donner des caractéristiques particulières, donc de rigidité, de résistance au temps. Et puis donc ce qui va intéresser l'artiste, c'est que ça donne une surface propre à l'écriture, blanc, opaque. Les peaux des cartes sont utilisées entières. Et alors ici, je vous ai juste mis, voilà, c'est tiré d'internet, hein, c'est une manufacture de parchemin qui travaille encore avec le couteau en 2001 qui est l'emblème des parcheminiers, qui sert à racler les surfaces en fait, retirer les particules de chair. Voilà, donc au niveau des dégradations qu'on peut trouver, sont les gradations classiques du parchemin, qui est un matériau qui est très réactif aux variations d'humidité et de température. Et ces variations vont provoquer des tensions dans la peau qui va avoir tendance à se déformer selon sa forme naturelle, donc le long de l'échine là en fait de la bête, et qui va en fait, et là on distingue bien les flancs qui vont avoir tendance à se reformer, enfin à revenir en fait, à se reformer. Les parchemins sont aussi très sensibles aux micro-organismes parce qu'ils forment un milieu nutritif assez favorable au développement des moisissures. Il y a juste une carte qui présente une infestation qui a été active et qui maintenant est totalement circonscrite. C'est la carte Babylone. Donc là, je vous ai mis un détail recto-verso de cette ancienne infestation. Et les principales dégradations des parchemins proviennent des manipulations humaines, donc des déchirures, trous, lacunes, qui peuvent plis, froissures, etc., qui sont liées donc aux différentes manipulations. Et par exemple, on peut voir cette grosse déchirure qui est sur la carte de Babylone avec la restauration effectuée au verso. Et grâce aux photographies d'ailleurs dont Yann s'est en parlé tout à l'heure, on a pu voir que cette restauration avait été effectuée au moment des photographies, parce qu'elle n'était pas encore en place avant. Donc c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure de l'utilisation et de la présentation des cartes. Ensuite, on va s'attacher au tracé. Donc les cartes sont dessinées côté chair, ce qui est traditionnel de la peinture sur parchemin, parce que ça offre une meilleure accroche au tracé, aux matières collantes. Et les tracés sont faits de façon assez traditionnelle, d'abord par le positionnement des structures à l'encre brune et à la plume. L'encre brune est probablement métallogallique, donc c'est fait d'une décoction de noix de Galles, de sulfate de fer et d'un liant de gomme arabique. Et puis la mise en teinte est ensuite effectuée, donc on voit ici voilà, les couleurs qui sont appliquées dans un second temps et qui sont schématiquement obtenues à partir d'un liant qui peut être du blanc d'œuf ou de la gomme arabique également, et d'un colorant ou un pigment. Donc là je vous en ai mis deux pour illustrer le propos, mais ça peut être bien d'autres choses encore. La différence rapidement, un pigment est insoluble dans le liant, tandis qu'un colorant est soluble. Et donc le liant, lui, va permettre la cohésion entre la peinture et la surface, et la cohésion entre tous les constituants de la peinture.
parce qu'il peut y avoir d'autres adjuvants qui vont permettre de faciliter l'application de la peinture. Ces tracés présentent certaines altérations qui sont dues soit au vieillissement naturel du liant, qui va devenir pulvérulent, ou qui va provoquer en fait en s'altérant, qui va provoquer une perte de cohésion entre la surface et la peinture, par pulvérulence, craquelure ou déplaquage, comme vous pouvez voir là sur différents exemples. Il y a aussi une altération des composés eux-mêmes. Par exemple, il y a des peintures qui proviennent de pigments de sulfate de fer ou qui vont naturellement se corroder dans le temps. Il y a aussi une altération assez symptomatique qui est l'affadissement des couleurs, souvent liée à une exposition à la lumière et donc à une dégradation par exposition à la lumière. Là, on peut voir sur sur le même cartouche qu'ici, il est pratiquement illisible en lumière transmise. Et quand on voit en lumière UV, c'était évidemment beaucoup plus dense auparavant. Et enfin, là encore, les manipulations sont un des principaux facteurs de dégradation, avec d'importantes usures et abrasions, comme on peut voir ici au centre de cette carte, et aussi sur tous les pourtours de quasiment toutes les cartes, du fait des différentes manipulations. Mais globalement, on peut considérer que les cartes sont plutôt en bon état, vu à quel point elles ont été manipulées, transportées et utilisées. Il y a quelques petits problèmes mécaniques, mais qui sont assez ponctuels. Et le principal enjeu, c'est de surveiller les couches picturales qui sont encore évolutives. Et là encore, grâce aux photographies 19e, on a pu voir que certaines zones continuent de se déplaquer, de connaître des pertes de matière, donc il faut surveiller ces zones. Et puis les précautions de stockage, de manipulation, d'exposition et le contrôle du climat, qui sont les points clés de la conservation, mais qui sont au diocèse très bien maîtrisés. Je vais maintenant m'intéresser à l'analyse qualitative, donc, qui a été effectuée par M. Bouchard du laboratoire Cara. Donc on peut voir que les pigments et colorants identifiés sont pour la plupart assez caractéristiques de l'époque et de la peinture sur parchemin en règle générale. Certaines couleurs sont utilisées sur quasiment toutes les cartes. On trouve des rouges à peu près sur toutes les cartes, donc qui est surtout un mélange de vermillon et de rouge de plomb. Le vermillon est un sulfure de mercure, un rouge de plomb. Le magenta, qui est un mélange de colorants organiques, donc ça peut être une laque de Garance, un bois Brésil, enfin c'est très difficile ça après à identifier d'un point de vue scientifique, ça suppose d'autres analyses qu'on n'a pas menées. Et puis donc, pour obtenir ce magenta, donc, il y a le colorant organique, un vermillon ou un rouge de plomb qui est parfois ajouté en fonction des zones testées. Des verts et des bleus qui proviennent de sel de cuivre, donc ça peut être de la malachite, de l'azurite, du vert de gris en fonction des matériaux, des composés mis en œuvre. Et des jaunes qui sont soit des ocres, donc des terres naturelles, comme c'est le cas ici, soit un colorant organique, donc qui va être une décoction de végétaux, type gaude. Après, on a identifié des couleurs qui sont utilisées sur les cartes de façon beaucoup plus anecdotique. Par exemple, sur le désirant donc numéro 2, qui est la copie, qui n'est pas présente ici, mais c'est le 12. On a un seul aplat brun qui est utilisé sur cette carte, qui provient a priori d'une terre naturelle. Et puis, on a on a testé 5 bleus. Donc les 4 ronds, là, c'est des bleus qui proviennent de sel de cuivre. Et sur la robe du personnage de gauche, c'est un mélange de bleu de smalt et de bismuth. Donc on peut supposer qu'il y a eu des repeints ou une manipulation de la carte à un moment pour avoir
des couleurs aussi différentes. Parce qu'en atelier, a priori, on utilise la même couleur pour toute la carte. Enfin, ça paraît plus logique. Sur les lois numéro 2 également, alors celle-ci est présente à l'exposition. Il y a toute une série de repeints d'aplats blancs qui sont posés et qui posent quand même une question parce que à l'analyse, on a vu que c'était des aplats de blanc de zinc. Je vous les ai grisés exprès là pour qu'on puisse les voir un peu mieux. Or, le blanc de zinc a été découvert à la fin du XVIIIe siècle et a été largement commercialisé à partir du milieu du XIXe siècle. Donc se pose la question de la datation des repeints qui doivent manifestement être très postérieures à la réalisation des cartes et du pourquoi on a fait ces repeints, parce qu'on voit bien que ça masque a priori des rinceaux végétaux qui sont visibles en dessous par transparence. Et puis là aussi, il y avait une couleur verte. Donc est-ce qu'on a voulu faire ces repeints pour alléger la carte, parce que je vous montrais tout à l'heure le doublon, et effectivement la copie est beaucoup plus allégée, il y a moins de détails. Ou bien est-ce qu'elle était très affadie, très abrasée, et on a voulu redonner un certain cachet, enfin on ne sait pas. Et également c'est la seule carte où le bleu ici est un bleu d'indigo, alors que les autres, donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des sels de cuivre. Et donc c'est assez intéressant aussi parce qu'elle est assez unique dans la mise en œuvre de ces éléments. Et donc, voilà. Et enfin, il y a 6 cartes qui utilisent le même violet, qui a des caractéristiques assez... Alors on n'a pas testé toutes les couleurs sur toutes les cartes, bien entendu, mais à l'œil nu, on peut voir que le violet là est assez similaire. Il a tendance à s'affadir dans les zones les plus finement appliquées et se déplaque aussi. Et ce serait une laque de Garance. Et donc, voilà, sur les 6 cartes, je vous ai montré des détails à chaque fois, et on retrouve ce même violet qu'on ne retrouve absolument pas sur les autres cartes. Donc, à partir de là, on peut essayer de faire des rapprochements, alors que je soumets à votre œil acéré, parce que voilà, c'est vraiment des pistes de réflexion, mais qui nous semblaient intéressantes. Et donc, toutes ces cartes permettent de voir qu'on a affaire à des ateliers qui s'inscrivent dans la tradition des scriptoria et des traditions des cartographes du Conquet, donc qui sont bien connus. Et là, j'ai trouvé sur Gallica une carte de Jacques de Vaudeclé, donc qui est un cartographe diepois, mais comme les cartographes du Conquet venaient de Normandie, on peut les comparer, et il me semble que, pareil, c'est très subjectif, hein, mais il me semble que c'est des choses qui peuvent se retrouver et qu'on peut comparer aux cartes de Quimper, du diocèse. Et en particulier celles qui sont signées par Alain Lestovec, qui était lui cartographe au Conquet. Et donc, moi je compte 4 cartes signées Lestovec. Voilà, celle-ci, auquel je serais tentée d'en rajouter une 5e, celle-ci, qui était peut-être soit inachevée, soit... qui a été inachevée, peut-être que la mise en teinte a été faite postérieurement. Et alors pareil, c'est une proposition, mais j'ai essayé de faire des rapprochements entre les cartes signées par Lestovec et les 4 monarchies, donc la carte que je vous ai montrée précédemment. Et il me semble que dans les visages, le souffle, voilà, ici, la façon de faire les drapés avec des petits tracés horizontaux qu'on retrouve ici également, les doigts assez pointus, la façon de faire le pouce comme 4 lobes. Alors, vraiment, je ne suis pas historienne d'art de formation, mais c'est des choses qui me paraissaient assez cohérentes. Et également sur les inscriptions. Alors, c'est peut-être pas très visible. Donc ici, les cartes signées à Lestovec, et ici, les 4 monarchies. Et il me semble, alors, à supposer que ce soit l'artiste lui-même qui inscrit les mentions manuscrites, ou effectivement, si c'est pas lui, ça fait moi, mais sinon, de toute façon, c'est pas du tout les mêmes inscriptions que sur les autres cartes. Et il me semblait également qu'on avait
le N qui se retrouvait là, on avait des choses assez proches, le P avec l'empattement ici, enfin voilà. Pareil, c'est des idées, mais il me semblait que c'était assez proche. Et également sur le peintre que j'ai appelé le peintre de Garance, puisque donc on a cet ensemble de 6 peintures qui reprennent le violet dont je vous ai parlé, et avec une 7e, on a un style formel également que moi je trouve assez proche. Après, donc voilà les 7 cartes en question. Donc par exemple les yeux qui sont faits de 2 traits horizontaux et un point pour la pupille, et puis des petits tracés verticaux pour matérialiser les sourcils, qui sont assez... c'est très différent de ce que je vous ai montré précédemment. Les nez aussi qui sont d'un seul tenant et assez proéminents. Et les mains qui sont faites en un seul tracé, de façon un peu plus malhabile que, il me semble, que les dessins de Lestobek. Et à partir de là, on a 7 et 5 cartes, et il nous en reste 2 qui sont, à mon avis, elles, très singulières. Donc la carte de la croix, où là, il me semble que le tracé est encore différent. Les yeux sont, par exemple, les pupilles sont colorées entièrement. Il y a une attention très importante portée au dessin des vêtements, aux fraises, etc. Et puis donc la fameuse loi numéro 2, qui a un tracé très affadi, mais qui est extrêmement fin et délicat. C'est assez beau comme dessin. Donc après, est-ce que c'est Lestobek, est-ce que c'est un autre? Elle n'est pas signée, donc on ne peut pas savoir. Et donc cette question des doublons, voilà, donc là c'est la copie entre guillemets de celle-ci. Donc c'est ce que je vous disais, toutes les parties blanches sur lesquelles on a mis un aplat ont disparu, et le dessin est beaucoup plus épuré. Alors après, la question de la chronologie de qui a été fait avant, pareil, c'est quelque chose que les analystes ne permettent pas de déterminer. Donc en conclusion, voilà, donc la question de la chronologie de la réalisation et des artistes des différentes mains reste de ce point de vue-là entière. Il faudrait croiser peut-être avec des archives. La présence des repeints et les remaniements au fil du temps jusqu'à récemment, avec cette présence de blanc de zinc qui date du milieu du 19e siècle. Donc pourquoi ce repeint? Est-ce que la carte était encore utilisée? Est-ce que c'était au moment du procès en béatification de Michel de Noblesse qu'on a voulu lui redonner un petit coup de frais? Je sais pas. Et donc ma question aussi, c'était si d'autres productions de l'école du Conquet sont connues. Est-ce qu'on peut faire des rapprochements avec les artistes de cette école? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... voilà, on pourrait faire des liens entre les différents artistes de cette école de cartographie et les cartes du diocèse.